Et maintenant, je passe la parole à Bernard Bonin pour qu'il présente M. Daniel Oher, notre conférencier. Et je remercie très chaleureusement M. Daniel Oher de venir nous parler d'un sujet à la fois passionnant et futuriste. Et bonjour à tous. Donc la présentation va être rapide. C'est peut-être tout autant pour présenter Daniel, qui est donc, comme le transparent l'indique, directeur de recherche au CNRS à Grenoble et qui s'occupe depuis longtemps du nucléaire du futur, du réacteur nucléaire du futur, plus précisément donc des réacteurs à thorium et à sel fondu. Voilà pour l'homme. Ensuite, pour le programme, je voudrais dire que le CEA a choisi, ou du moins à l'ADEME, de ne pas travailler sur ce nucléaire du futur-là, parce que le mot futur n'a pas le même sens dans tous les laboratoires. Si on regarde par exemple l'industriel, Areva, pour lui le nucléaire du futur, c'est l'EPR. C'est des réacteurs à eau, de troisième génération. Pour le CEA, et plus particulièrement pour la DEN, la direction de l'énergie nucléaire, le futur, c'est bien sûr l'EPR, puisqu'on travaille en soutien à l'industriel, mais c'est aussi les réacteurs de quatrième génération, et plus précisément les réacteurs rapides, au sodium, solution que nous explorons en priorité, et les réacteurs au gaz en option. Pour le CNRS, et plus particulièrement le CNRS de Grenoble, le futur, c'est un futur plus lointain encore. Vous allez dire, ouais, les réacteurs à sodium, c'est probablement pour dans 30 ou 40 ans, hein, pour fixer l'échelle de temps. Le futur, pour ces réacteurs à thorium, on ne travaille pas dessus parce au CEA, parce qu'on a considéré que c'était du futur encore plus lointain et qu'il y avait un travail qui relevait plus du genre de beauté du CNRS. Voilà. Et à plus long terme encore, bien entendu, le futur pour les gens de la DSM qui s'occupent de fusion, c'était la fusion thermonucléaire contrôlée. Voilà. Alors, on n'est pas du tout sans contact quand même avec le CNRS. Donc, on travaille ensemble de temps en temps, et sur certains sujets très ponctuels, et en particulier dans le cadre de l'ANCRE, donc de l'Agence nationale de coordination de la recherche sur les énergies, dont la partie nucléaire est présidée par Franck Kahn. Voilà. Donc, merci à Edgar d'avoir pris l'initiative d'inviter un représentant du CNRS pour nous parler du nucléaire de ce futur-là, qui pour nous est du futur à long terme, parce que ça nous ouvre la tête, et ça nous ouvre des horizons. Il faut qu'on regarde aussi ce qui est fait par les collègues du CNRS. Daniel, toi. Bon, bonjour, et merci à Bernard pour cette présentation que je comprends complètement. Enfin, on est complètement en accord sur la façon de voir les choses. Effectivement, il s'agit d'un futur, vous allez voir à la fin, je vous montrerai des scénarios où on est quand même dans des futurs qui ne sont pas les années 30, hein. C'est au-delà. J'en profite aussi, alors je pense que c'est en marche, pour vous faire un peu de pub aussi sur... alors, micro, j'ai un micro, je ne sais pas si... Ça marche pas? Ça nous rapprocher? Et comme ça marche mieux? Il n'y a pas de micro pour la salle, c'est ça? D'accord. Donc je vais parler fort. Non, je pensais que le micro marchait pour la salle, excusez-moi. Donc j'en profite pour faire un petit peu de pub pour un livre qu'on a écrit à 4, 2 physiciens, un économiste et un journaliste, où on a fait un peu le point justement du nucléaire du futur. Et là, il s'agit d'un futur, un peu tous les futurs justement. Donc le titre, c'est le thorium et le nucléaire du futur. En réalité, je vais prendre des choses à l'envers, je vais vous parler du nucléaire du futur et voir comment le thorium va s'impliquer là-dedans, ou pourrait s'impliquer là-dedans. Donc quand je vous parle du nucléaire du futur, d'abord la première chose, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'on attend d'un réacteur du futur. Alors, je vais vous lister un certain nombre de choses qui vont être un peu la trame
de la présentation. C'est, je dirais, ma vision du nucléaire du futur. Alors, pas que moi, les collègues avec qui je travaille. Ça regroupe un peu ce que dit le Forum international Génération 4, mais c'est pas, ça ne fit pas complètement. Alors, la première chose, c'est économie des ressources. On va avoir un problème d'uranium-235. Ah oui. Quelqu'un peut éteindre la lumière? D'accord. Donc, les ressources, en fait, c'est la ressource, c'est l'uranium-235 qu'il faut économiser parce qu'on n'en a pas tant que ça sur Terre et qu'à un moment donné, je vais vous le montrer, on finira par plus en avoir. Donc, la première chose, c'est économiser cette ressource. Et ça veut dire qu'il faut approcher la régénération, c'est-à-dire arriver à produire de la matière fissile dans les réacteurs. Ça impose un retraitement du combustible. On va voir que ça a une importance. La deuxième chose, c'est la minimisation de la production de déchets. Alors les déchets, il y en a différents types. Il y a surtout les actinides, tout ce qui est noyau lourd. Essayer de ne plus avoir de déchets de ce type-là. Ça, c'est une chose. Mais aussi peut-être s'intéresser aux déchets qu'on produit actuellement et pouvoir les injecter dans le nucléaire du futur, de manière à ne plus les avoir sous forme de déchets. Et puis aussi attention à tous les éléments de structure. Et je vous ai parlé de retraitement. On va forcément avoir du retraitement à faire, donc il y aura des déchets liés à ce retraitement. Il faut aussi minimiser ça. Potentialité de déploiement. Ça, c'est... vous imaginez une filière. Seulement voilà, il vous faut un fissile que vous n'avez pas, il vous faut une quantité de fissile monstrueuse pour démarrer votre réacteur, vous n'en avez pas suffisamment, donc vous allez être très lent à démarrer. Donc il faut tenir compte de tout ça pour savoir si vraiment la filière est capable d'arriver à un niveau raisonnable dans le futur. Donc c'est un point aussi important. Sûreté optimale, évidemment. Alors ce que j'appelle la sûreté optimale, c'est en fait ce qui apparaît dans le forum Génération 4, être dans une situation où à aucun moment on aura besoin d'évacuer des gens autour d'un réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'il n'y a pas de PPI, il n'y a pas de plan de protection particulier. Les gens ne seront jamais évacués parce qu'il n'y aura jamais d'émission de radioactivité. Donc ça, c'est un niveau de sûreté optimal qui est recherché pour la 4e génération. Alors j'ai mis ça ici, mais j'aurais pu le mettre ailleurs. J'ai dit tous les coefficients de contre-réaction doivent être négatifs. Il ne faut pas que matériaux réactifs à proximité ou dans le cœur. Ça simplifie les choses. Ça ne veut pas dire que si ça, le réacteur n'est pas sûr. Il peut être extrêmement sûr et satisfaire ça. Ça simplifie en fait quand on a ces caractères qui sont respectés. Non-prolifération. Donc la non-prolifération, c'est tout simplement que les matières fissiles qu'on peut extraire d'un réacteur nucléaire ne soient pas facilement, qu'on ne puisse pas l'utiliser facilement pour fabriquer une bombe, ou au moins que ce soit beaucoup plus difficile que d'enrichir l'uranium naturel. On sait que ce n'est pas si compliqué que ça d'enrichir l'uranium naturel et de faire une bombe avec ça. Si c'est beaucoup plus difficile à partir d'un réacteur, les gens ne vont pas s'embêter à partir d'un réacteur. Et puis, compétitivité économique. Donc la compétitivité économique, il y a deux aspects. Il y a un aspect, c'est le coût du mégawattheure produit. Il faut qu'en intégrant tout, le coût du mégawattheure soit pas, j'ai mis entre parenthèses, excède trop le nucléaire actuel. Il ne faut pas que ce soit beaucoup plus cher. Mais il y a aussi la probabilité de perdre le réacteur pour l'opérateur. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura jamais de radioactivité rejetée qu'on ne peut pas perdre le réacteur par accident. Il faut limiter le plus possible ça, de manière à ce que l'opérateur n'ait pas le risque de perdre son réacteur qui lui coûte très cher. Et puis le dernier point, c'est l'acceptabilité sociale. Alors l'acceptabilité sociale, en fait, ça se ramène à dire il faut que tous ces points-là soient facilement explicables à des gens qui ne sont pas spécialistes. Donc c'est pour ça que ces deux points-là, j'aurais plutôt dû les mettre là, en disant on peut faire des réacteurs très sûrs, même. On sait, par exemple, le RNRNA peut avoir un coefficient de vide positif, il y a du sodium dedans. Il n'empêche que Superphénix est un réacteur extrêmement sûr. Mais c'est très difficile à expliquer au public. Donc ces points-là sont plus au niveau de l'acceptabilité sociale qu'au niveau de la sûreté elle-même. La sûreté, on finit toujours par l'obtenir quand on fait ce qu'il faut. Alors, donc,
Je vais reprendre un certain nombre de ces points-là, petit à petit, pas tous, des fois ça sera juste une allusion, mais c'est la trame de ce qui va suivre. Alors, le premier point, j'avais dit économiser les ressources. Quelles sont les ressources en uranium naturel ? Bon, officiellement, on a en gros 4 millions de tonnes d'uranium naturel disponibles dans la nature, qu'on peut extraire des mines connues. En fait, il y a eu très peu d'efforts qui ont été faits ces dernières années sur l'exploitation minière parce qu'on n'avait pas un vrai besoin en uranium, on avait un peu un surplus. Il y avait tout l'uranium militaire, vous savez qu'il y a à peu près un quart de l'uranium enrichi utilisé dans les réacteurs actuels qui viennent en fait de la dilution de l'uranium très enrichi des militaires. On dilue avec de l'uranium appauvri pour faire de l'uranium à 4 ou 5%. Donc il n'y a pas eu beaucoup de recherche. Donc ces 4 millions de tonnes, en fait, ces dernières années, on voit que ça augmente petit à petit parce que la recherche a reprise. Alors, en fait, l'uranium, c'est un minerai. C'est-à-dire qu'il y a une distribution de l'uranium, il y en a partout, évidemment, des fois en quantité très faible. Donc là, vous avez la teneur en uranium dans la croûte terrestre et les quantités à ces teneurs-là. Donc là, 10-13 tonnes, c'est des quantités monstrueuses. Mais évidemment, on ne va pas aller chercher ça, c'est pas possible. Par contre, si on se dit on va passer à quelques centaines de ppm, on est à 200 millions de tonnes. On ne va pas aller chercher les 200 millions de tonnes en question. Mais ce n'est pas 4 millions de tonnes, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc en fait, les gens estiment plutôt qu'on est entre 20 et 50 millions de tonnes. Ça dépend si on va chercher dans les phosphates ou non. Voilà. Alors, petite remarque, les scénarios, quand je parle du futur, on parle de scénarios qui vont jusqu'en 2050, c'est-à-dire que ça fait 40 ans, puis on va même au-delà. 40 ans, on a largement le temps de mettre en place de nouvelles mines, d'aller chercher l'uranium. Donc on n'est pas, c'est pas tendu. On n'est pas du tout dans une situation tendue pour l'instant. Ça peut être tendu momentanément parce que si on construit d'un seul coup plein de réacteurs, ça va être tendu, mais pas sur le long terme, enfin le moyen terme. Alors, ceci dit, une mine, c'est quelque chose qui n'est pas complètement anodin dans l'environnement. Donc, si on peut éviter d'aller exploiter à des taux ici trop faibles, ça serait quand même mieux. Donc, c'est un peu le guide que j'aurais ici. Alors, avec de telles ressources, on peut fonctionner pendant combien de temps ? Évidemment, avec les réacteurs actuels. Donc, pour ça, il faut se donner un scénario. Alors là, je prends un scénario, j'y vais fort, mais c'est fait exprès. Je me dis, en fait... J'aimerais bien que le nucléaire joue son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Pour qu'il joue son rôle, allez, je vais lui mettre 30% de l'énergie primaire en 2050. Ça demande de faire un facteur 10 d'ici 2050. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis après, il faut s'assurer que pour autant, on a encore possibilité de fonctionner. Il ne faudrait pas qu'on puisse arriver à 2050, puis là on dise on n'a plus rien, on arrête. Donc il faut quand même regarder au-delà. Donc c'est le scénario que je prends. Et alors, d'abord, est-ce qu'il est réaliste ? Alors, j'ai l'habitude de dire, en France, on a construit 60 gigawatts électriques en 20 ans pour 60 millions d'habitants. On a 1 gigawatt électrique par million d'habitants en France, en nucléaire. Ce scénario-là, c'est en fait 2 fois moins pour 2 fois plus d'habitants. Alors, c'est peut-être pas les mêmes habitants, mais enfin bon, on peut comparer les Chinois de maintenant, de nous, dans les années 70-80. Enfin, donc, c'est pas si intensif que ça en réalité. Alors, ceci dit, on peut aussi faire des économies sur la ressource. On rejette l'uranium appauvri jusqu'à 0,25%, l'uranium 235. Bon, il faudrait aller jusqu'à 0,1%. Avec Georges Best 2, on va être capable de le faire. Il faut aussi réenrichir l'uranium de retraitement. Il y a encore 1% d'uranium 235 dans l'uranium de retraitement. Donc, Georges Best 2 peut aussi faire ça et donc va permettre de le descendre à 0,1% aussi. Et alors, voilà ce que ça donne en fonction des ressources disponibles. Si on n'a que 20 millions de tonnes, on arrive un peu après 2050, on est obligé d'arrêter de construire des réacteurs parce qu'on a déjà engagé jusqu'à 20 millions de tonnes d'uranium. Donc voilà, on est obligé de s'arrêter. Mais si on a 40 millions de tonnes, on va jusqu'à la fin du siècle. Mais là, on arrive quand même à un moment où on commence à être limité. D'accord. Mais on peut encore faire mieux. On peut essayer de multi-recycler le plutonium, alors que le plutonium, pas les actinides mineurs, le plutonium dans des MOX. Alors, on passe une fois pour l'instant dans les MOX. Alors, est-ce qu'on peut passer plusieurs fois ? C'est pas évident. Mais si on fait ça, voilà ce que ça change. Ça change que pour aller en 2100, il suffit de 30 millions de tonnes.
Donc tout à l'heure, je vous disais, on est plutôt aux alentours de, c'est plus sur son rang, on est aux alentours de 20 à 50 millions de tonnes disponibles. Donc on peut dire que les ressources suffisent pour aller jusqu'à la fin du siècle, moyennant que, en plus ce scénario, on va quand même assez fort. Hein. Par contre, on produit du plutonium dans le cycle ouvert, il y a 45 000 tonnes de plutonium, c'est au niveau mondial, 6 000 tonnes d'actinide mineure. En cycle fermé, c'est-à-dire en recyclant le plutonium, on en a moins, mais bon, 13 000 tonnes d'actinide mineure, c'est quand même pas négligeable non plus, ça fait beaucoup de sites de stockage. Donc en gros, il va quand même falloir trouver des solutions pour gérer tout ça, même si on continue longtemps avec ce type de nucléaire-là. Alors, ça m'amène à parler de la régénération pour économiser l'uranium-235. Alors, qu'est-ce que c'est que la régénération? Dans la réaction en chaîne, on utilise un neutron pour produire la fission suivante. Chaque fission, on prend un neutron, mais on en a 2 ou 3. Donc on va utiliser les autres neutrons pour essayer de refabriquer de la matière fissile avec, par capture sur un noyau dit fertile. Et ça, il y a 2 façons de le faire. La première façon, c'est le cycle UPU. Vous avez de l'uranium-238, c'est l'essentiel, 99,3% de l'uranium naturel. Par capture, après, il y a 2 décroissances radioactives qui sont assez rapides et on produit du plutonium-239, qui est un noyau fissile. Donc on peut produire dans le réacteur, s'il y a de l'uranium-238, on produit du plutonium. Dans les réacteurs actuels, c'est ce qu'on fait. On produit du plutonium. Donc à noter que Superphénix, c'est un réacteur régénérateur en cycle UPU. Donc c'est quelque chose qui est bien étudié, qui est connu et qui a toutes les chances de très bien marcher. Le deuxième cycle, et il n'y en a que 2, il n'y a pas d'autres options, c'est le cycle thorium. Par exemple, thorium-232, c'est 100% du thorium, il n'y a qu'un seul isotope dans la nature. Par capture, vous obtenez, avec des décroissances relativement rapides, de l'uranium-233, qui est un excellent fissile aussi. Donc vous avez le même cheminement, la même façon de faire. Donc vous pouvez, par ce biais-là aussi, produire de la matière fissile et donc accéder à la régénération. Alors, quand on fait ça, en fait, on va produire du fissile dans le combustible. Le combustible, à un moment donné, il faut le sortir du réacteur, il faut le retraiter, récupérer à l'intérieur du combustible tout ce qui peut être réinjecté, et on réinjecte dans le cœur. On fabrique un combustible avec. Et donc, on va pouvoir en fait réinjecter tous les transuraniens, c'est-à-dire tous ces noyaux-là, ne pas oublier le protactinium-231 ici, qui est un problème aussi. Donc, en fait, tous ces noyaux-là, on va pouvoir les multirecycler à l'intérieur du réacteur, ce qui veut dire que ceci n'est plus des déchets, ne vont plus être des déchets. Donc, on fait complètement disparaître du cycle du combustible tous les actinides mineurs, et en fait, il ne nous reste que les produits de fission. Donc, les seuls déchets fortement radioactifs générés par un réacteur régénérateur sont les produits de fission, si ils multirecyclent tous les actinides. Bon, dans les 2 cycles, on est dans ce cas-là, on peut le faire, et donc on gagne d'emblée, la régénération nous fait gagner non seulement beaucoup de ressources, mais en plus nous fait gagner en quantité de déchets produits. Bon, en quantité de ressources, au lieu de consommer actuellement environ 1% de la ressource, d'uranium naturel, on va consommer toute la ressource, c'est-à-dire environ presque 100%, ce qui veut dire qu'on gagne en ressources un facteur 100. Donc on voyait qu'on pouvait aller à la fin du siècle, donc on peut aller 100 fois plus loin. Donc ça devient un nucléaire pérenne. Donc l'accès à la régénération nous permet donc d'avoir un nucléaire pérenne qui va pouvoir tourner très longtemps. Et de ce point de vue-là, souvent on dit le thorium, il y en a 3 fois plus que l'uranium, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt, puisque qu'on ait 3 fois plus de énormément, ou pas 3 fois plus, ça ne change rien. Qu'on puisse fonctionner pendant 10 000 ans ou pendant 30 000 ans, je ne fais pas la différence. Il y a longtemps qu'on sera passé à autre chose. Donc cet argument du thorium, il y en a beaucoup, ce n'est pas un vrai argument. Vous allez voir qu'il y a plusieurs arguments comme ça que je vais démolir au fur et à mesure. Bien que je soutienne le thorium, il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas réelles, quoi. Bon, le prix à payer quand même de la régénération, c'est ce fameux retraitement de combustible, donc manipulation, beaucoup de manipulation de matières fortement radioactives. Alors du coup, quels sont les avantages du thorium, puisque là je viens d'en casser un. Alors, c'est la seule alternative au cycle uranium. Il n'y en a pas d'autre.
Donc on a une seule alternative, c'est déjà en soi un avantage. Hein, ça vaut le coup de l'étudier. Et a priori, et je mets bien a priori, il y a 3 avantages du thorium par rapport au cycle uranium. Le premier, c'est que comme on part avec une masse de 6 en moins, au lieu de partir de l'uranium-238, on part du thorium-232, on a besoin de faire 6 captures supplémentaires pour venir produire les actinides mineurs qui sont là. Alors, je rappelle, il y a quand même le PA231 qui est un problème, mais ceux-là, on va les produire beaucoup moins. Mais je viens de vous dire que quand on est à la régénération, qu'on multirecycle tout ça, ces noyaux-là, on les recycle et donc ils ne sont plus un déchet. Enfin, c'est peut-être 0,1% qui vont sortir en déchets. Donc c'est pareil, faire très peu de déchets ou encore moins, je ne fais pas la différence. D'accord ? Dans les 2 cycles, on n'a pas un avantage, c'est pas un avantage significatif de dire ça, parce que de toute façon, c'est tellement des faibles quantités que 3 fois moins, je ne vois pas ce que ça change. Deuxième avantage, c'est la possibilité d'être régénérateur en spectre thermique. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez ici le nombre de neutrons disponibles après avoir entretenu la réaction en chaîne et avoir régénéré les matières fissiles dont vous avez besoin. Il faut être positif pour dire que le réacteur est régénérateur. Et là, vous avez l'énergie des neutrons. Vous voyez que pour le cycle plutonium, il faut avoir des neutrons dans la région quelques dizaines de keV à quelques centaines de keV pour pouvoir être régénérateur, pour passer au-dessus de la barre fatidique de 0. Là. Pour le cycle uranium, on est constamment au-dessus. Donc on va pouvoir, quel que soit le spectre neutronique, on va pouvoir, les efforts ne sont peut-être pas les mêmes, mais on va pouvoir obtenir la régénération. Donc ça peut être un avantage déterminant. Bon, on en reparlera. Troisième avantage, c'est la non-prolifération. On nous présente le thorium comme étant un combustible non proliférant. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous faites une capture sur le thorium-232, vous faites du thorium-233 qui va décroître en uranium-233, mais automatiquement, vous faites aussi des réactions N2N qui produisent du thorium-231 qui fait le protactinium-231. Et par capture sur le protactinium-231, vous obtenez de l'uranium-232. Donc, si vous ne séparez pas le protactinium de l'uranium, et c'est le cas dans un réacteur où vous laissez le combustible longtemps à l'intérieur, ils vivent ensemble, automatiquement, quand vous faites de l'uranium-233, vous faites de l'uranium-232. Alors cet uranium-232, quand il décroît, à un moment donné, il passe ici, et vous avez un gamète de MEF6, qui est un gamète extrêmement intense, très pénétrant, facilement repérable. Quelqu'un qui veut transporter un mélange avec seulement quelques centaines de ppm d'uranium-232 dedans, il ne peut pas passer inaperçu. Les gammas sont trop importants, ou alors il faut une protection en plomb qui est tellement énorme que ça ne passe pas non plus inaperçu. Bon, pareil, vous faites une bombe avec, vous ne pouvez plus approcher la bombe. À 1 mètre, avec une bombe, avec un mélange avec quelques centaines de ppm d'uranium-232, à 1 mètre, vous obtenez la dose létale en 1 heure. Donc, c'est vraiment un gros problème. Alors, cachons pas les choses, si vous êtes capable de séparer le protactinium pendant le fonctionnement, vous faites décroître à l'extérieur, alors vous avez de l'uranium-233 pur, et là, vous pouvez faire des bombes avec. Mais si vous ne les séparez pas, et si vous faites une configuration telle que ce n'est pas possible, alors c'est réellement non proliférant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je reprends mon scénario de tout à l'heure, si on met la régénération en route. Donc, je prends l'exemple du cycle thorium, bien sûr, puisqu'on parle du thorium, mais en gros, ça ne change rien si vous prenez le cycle uranium. Donc, le même scénario. Vous avez les réacteurs actuels qui finissent par s'arrêter, là on avait dit entre 40 et 50 ans, puis les réacteurs de 3e génération, et les réacteurs de 3e génération, en fait, on va en démarrer un peu moins parce que la 4e génération va pouvoir démarrer. Donc ça c'est la 4e génération qu'on a mis en deux phases parce que les premiers vont utiliser le plutonium des réacteurs produits que ces réacteurs-là ont produit, et les deuxièmes utilisent l'uranium-233 produit par ceux-là. Bon, c'est du détail. Toujours est-il que, en fait, ça nous permet, on voit qu'arrivé en 2000, un petit peu au-delà de 2100, on n'a plus du tout de réacteurs de type actuel, on peut n'avoir que des réacteurs régénérateurs. Alors l'avantage, il est là. Vous avez ici la montée du plutonium dans le cycle, dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc sans la 4e génération. Et vous voyez que le plutonium, on l'absorbe complètement dans les réacteurs qui démarrent ici,
Et en fait, après, on a dans l'inventaire une certaine quantité de plutonium. Dans le cas du cycle thorium, cette quantité diminue, bien sûr, puisqu'on ne l'utilise pas. C'est l'uranium-233 qui le remplace. Et puis les actinides mineurs qui montaient comme ça, vous voyez, ils sont là maintenant. Donc on en a vraiment beaucoup moins. Alors, au niveau des ressources, on voit qu'arrivant en 2100, on est presque à l'horizontale ici. On consomme 13 millions de tonnes d'uranium naturel, donc moins que ce que je disais tout à l'heure. Vous avez les deux cycles dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc en cycle ouvert, en cycle multirecyclage du plutonium, et là avec la 4e génération. Donc la 4e génération démarrée en 2040 permet de vraiment limiter l'usage de l'uranium de l'uranium naturel. Donc ce sont des scénarios mondiaux, tout ça. Je suppose une moyenne, on ne sait pas ce que chacun fait. Bien. Alors, donc je vous ai parlé des réacteurs régénérateurs, mais en fait, quelle est la compétitivité de ces réacteurs? On a dit qu'il fallait qu'ils soient compétitifs au niveau économique. Alors, si vous regardez le prix de l'uranium-235, c'est en gros le prix de l'uranium-235 ou le temps, c'est un peu la même chose. Au cours du temps, moins on en aura, plus il sera cher. Donc ici, c'est soit le temps, soit le prix de l'uranium-235, c'est un peu pareil. Et puis ici, vous avez le prix du kilowattheure produit. Et donc ce prix augmente au fur et à mesure que le prix de l'uranium-235 augmente. Et puis le prix peut évoluer entre $100 par kilo, c'est à peu près son prix actuel, jusqu'à $1000 par kilo. Si on dépasse cette zone-là, alors l'uranium de l'eau de mer est accessible et on n'a plus de problème de ressources. Donc on regarde juste dans cette zone-là. Les réacteurs régénérateurs, eux, sont un peu plus chers à construire. Ils sont un peu plus compliqués, tout ça, donc ils sont peut-être un peu plus chers à construire, mais ils ne dépendent pas du prix de l'uranium. Quand ils ont démarré, c'est fini, le combustible n'a plus de coût, sauf ce retraitement qui fait partie en fait du prix du réacteur. Et à un moment donné, donc, ça se croise ici, et donc les réacteurs régénérateurs deviennent rentables à un moment donné. Sauf qu'il existe d'autres types de réacteurs, qui s'appellent les réacteurs à haut taux de conversion, qui ne sont pas complètement régénérateurs, ils sont sous-générateurs, mais ils fabriquent quand même de la matière fissile. Et donc, ils sont un peu moins compliqués, un peu moins chers au départ, mais ils sont un peu dépendants du prix de l'uranium, mais moins que les réacteurs actuels. Et vous voyez que là, ça peut se couper beaucoup plus loin. Alors, ça m'amène à vous parler donc de ce qu'on appelle les parcs symbiotiques. En fait, pour faire ça, vous avez donc le réacteur presque régénérateur, il est là. Généralement, je vais vous montrer le cas du CANDU. En fait, on prend des réacteurs actuels qui vont produire du plutonium, puisqu'on a de l'uranium-238 dans le réacteur. Ce plutonium, on va le convertir avec du thorium, on va le convertir en uranium-233. Alors c'est de l'uranium-233 avec un vecteur isotopique, il y a quand même d'autres choses, qui va être injecté dans ces réacteurs-là, qui, eux, multirecyclent leur uranium, mais ils n'en refabriquent pas autant qu'ils en consomment. Donc il y a besoin de toujours les alimenter ici. Et ici, en entrée, on a de l'uranium naturel. On voit que c'est 11% de la puissance totale du parc, donc on a besoin, en gros, de 9 fois moins d'uranium naturel pour produire la même quantité d'énergie. Que veut dire CANDU? Les CANDU sont des réacteurs canadiens. Je vais en parler juste après. Je vais les présenter. C'est des réacteurs qui existent, qui fonctionnent au Canada. Donc, on voit qu'avec ça, on repousse très loin la pénurie en uranium-235, et donc c'est pas impossible que les réacteurs de 4e génération ne soient jamais rentables par rapport à des cycles symbiotiques comme ça, à condition que ce soit pas trop compliqué à mettre en place. Alors, ceci dit, il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ce que j'ai mis ici, et on ne sait pas très bien où est-ce que ça se croise tout ça. Donc, pour l'instant, personne n'est absolument capable de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est très qualitatif. Alors, donc je parle des CANDU en cycle thorium. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dit que le thorium était régénérateur en spectre thermique. Et donc on peut l'utiliser dans des réacteurs à eau. Évidemment, il faut éviter toutes les captures parasites. Donc éviter qu'il y ait trop de produits de fission, éviter les captures sur l'hydrogène de l'eau, les captures sur les éléments de structure. Et quand on est en spectre thermique, là je vous ai mis deux sections efficaces, celles que j'aime bien, uranium et thorium. Surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'elles remontent très très fortement, on est en log, lorsque l'énergie du neutron diminue. Donc lorsque vous avez des spectres thermiques, vous êtes là, les sections efficaces sont très élevées.
toutes les sections efficaces deviennent très élevées. Donc en particulier, les sections efficaces des produits de fission. Donc ça vous demande d'enlever ces produits de fission très très fréquemment. Donc dans un réacteur où vous laissez le combustible pendant 5 ans à l'intérieur, on voit bien que ça ne va pas marcher. Il faut pouvoir que le combustible ne reste pas trop longtemps dedans. Alors c'est le cas des Candu. Donc voilà, un Candu c'est ça, c'est un réacteur à chargement horizontal dans lequel on charge des tubes de force qui contiennent le combustible. Alors on voit mieux comme ça, là vous avez des aiguilles à l'intérieur de combustible. C'est caloporté avec de l'eau lourde et c'est modéré à l'extérieur avec de l'eau lourde. Pourquoi de l'eau lourde? Parce que le deutérium ne capture pas les neutrons alors que l'hydrogène capture les neutrons. Donc en faisant ça, on peut faire fonctionner ces réacteurs à l'uranium naturel. On n'a pas besoin d'enrichir l'uranium. Les Candu au Canada fonctionnent à l'uranium naturel. Bon, on peut aussi enrichir un petit peu, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc la caractéristique, c'est qu'on peut charger, décharger en fonctionnement. Tous les jours, il y a 2 canaux qui sont déchargés et rechargés. Donc il y a un flux qui fait que le temps de résidence est de 190 jours. Il est donc de 6 mois et non pas de 5 ans. Donc ça veut dire qu'on ne laisse pas s'accumuler les produits de fission à l'intérieur. Donc ça fait un burn-up qui n'est pas très élevé, mais comme on a de l'uranium naturel, un peu compliqué à expliquer, en fait c'est aussi bien qu'un REP. Au niveau usage de l'uranium-235. C'est même un peu mieux. Alors, maintenant si on regarde comment on peut adapter ça avec le cycle thorium, on va mettre en fait, on va démarrer le réacteur avec de l'uranium-233 au lieu de l'uranium-235 et du thorium. Il faut disposer d'uranium-233 et on voit qu'on peut être régénérateur à condition de ne pas laisser le combustible trop longtemps à l'intérieur. Donc on a des burn-up relativement faibles ici. Le Candu, il est là. Donc ce serait bien de viser quand même au moins ce temps de résidence à l'intérieur. Mais en fait, on a des points ici où on a un enrichissement qui est un peu plus élevé. On est sous-générateur, mais on a beaucoup moins de retraitement, 2 fois moins. On laisse 2 fois plus longtemps à l'intérieur. Et donc ça, c'est intéressant parce que comme il va falloir recycler, si on ne le laisse pas longtemps, il va falloir faire beaucoup plus de travail de manipulation, enfin de retraitement. Et donc ça a un coût. Donc pour limiter les coûts, on va plutôt choisir des points qui sont par là. Donc, là. Donc, en fait, on constate qu'il y a un compromis entre la régénération et le burn-up. Le burn-up, c'est justement le retraitement, faire le moins en moins de retraitement possible, et la régénération, ça demande de faire beaucoup de retraitement. Donc, il y a un compromis entre les deux. Et en fait, les cas sous-générateurs ont tout leur intérêt dans ce cas-là, et donc, en général, on se place plutôt sur ce point-là, dans les parcs symbiotiques, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce sont des réacteurs qui sont dans ces configurations-là, avec des burn-up relativement longs, mais qui sont sous-générateurs. On économise énormément d'uranium-235. Alors, ceci dit, on a quand même encore ce problème. C'est un avantage d'être non proliférant, mais c'est aussi un inconvénient. Il faut manipuler ce combustible. Or, manipuler un combustible solide et faire tout le retraitement alors qu'on a un gamma de MEF6 dedans, pour s'en protéger, c'est pas facile. Il faut tout automatiser, il faut que ce soit tout robotisé. C'est pas quelque chose de simple. D'où l'idée de se dire, on va plutôt l'utiliser en combustible liquide. C'est quand même plus facile de verser des liquides. Donc on va s'arranger à ce qu'on se contente de faire verser des liquides ou de faire couler en augmentant une pression quelque part pour permettre de faire un écoulement. Les manipulations sont quand même beaucoup plus simples. Donc je vais maintenant vous parler plutôt des cas en combustible liquide. Alors ce qu'on appelle les réacteurs à sel fondu. Alors en combustible liquide, pour pouvoir être à des températures raisonnables, sans trop de pression, les seules options, c'est les sels. On va éviter les nitrates, parce qu'on sait que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Les chlorures posent de gros problèmes, parce qu'on va avoir du chlore 36, quoi qu'on fasse, même si on enrichit fortement en chlore 37. Le chlore 36, on ne sait pas le gérer. Il est extrêmement mobile, on ne saura pas le stocker, il va partir partout. Donc on va éviter les chlorures, donc il nous reste les fluorures. Donc on va utiliser, et je ne vais vous parler que de réacteurs à base de fluorure. Alors, caractéristique principale d'un réacteur à sel fondu, c'est que le combustible est liquide et il contient la matière fissile et fertile dans le liquide. Bon, ce liquide, il sert aussi de caloporteur et éventuellement, si on veut, de modérateur, si on met des noyaux légers exclusivement à l'intérieur.
La composition du sel peut être contrôlée en continu, puisque c'est un liquide, on peut ponctionner et remettre, comme pour le Candu, mais en plus facile, en fonctionnement, et donc ça veut dire qu'on n'a pas de réserve de réactivité, on peut constamment régler la réactivité par le retraitement. Bon, c'est des temps extrêmement longs, ce réglage, c'est sur des temps de semaines, c'est pas... La réactivité se règle plutôt par la température. Alors, l'avantage essentiel d'un combustible liquide, c'est ça, c'est que, en fait, on peut considérer qu'il y a deux configurations pour le cœur. Il y a une configuration qui va servir à produire l'énergie. Donc là, il va falloir parer le problème du risque de criticité. Donc va être optimisé pour être sûr qu'on n'a jamais de risque de criticité, que le réacteur se comporte le mieux possible en production d'énergie. Puis à un moment donné, soit parce qu'on veut l'arrêter, soit parce qu'on a eu un accident, parce que d'un seul coup, panne d'électricité, on n'a plus de pompe, on n'a plus rien, on a la puissance résiduelle à évacuer. On vide le cœur, ça prend quelques minutes, ça peut être complètement passif, y compris l'ouverture de la vanne, qui peut être une vanne fusible. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une autre configuration qui, elle, est totalement optimisée pour permettre l'évacuation de la puissance résiduelle. Donc les deux problèmes sont complètement décorrélés. Le problème de la réactivité, le problème de la puissance résiduelle sont décorrélés, et on passe de l'un à l'autre en quelques minutes. Enfin, du cœur production de puissance à l'autre en quelques minutes. Le retour est beaucoup plus long, évidemment. Donc ça c'est un énorme avantage des combustibles liquides. Alors un autre avantage que je n'ai pas mis là, c'est que, ça les Américains l'ont montré très très tôt, c'était dans les années 50, un combustible liquide n'a pas besoin de barre de commande ou de barre de sûreté, parce qu'il est intrinsèquement stable. On arrête de prendre de l'énergie, il s'arrête, le réacteur. Donc ça on l'a montré, on a fait des couplages assez performants, on montre qu'effectivement il s'arrête très très vite. Le réacteur, en une dizaine de secondes, il est arrêté. Donc il n'y a besoin d'aucune barre de commande. Donc ça a aussi un avantage. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'arrête ? parce qu'il a des coefficients de contre-réaction extrêmement négatifs, fortement négatifs. Dès qu'il chauffe, la réactivité chute très vite. Alors, il y a eu essentiellement, enfin il y a eu qu'un projet concret de réacteur à sel fondu, c'est à Oak Ridge. Et donc, la première chose, ça a été de vouloir faire voler un avion avec un réacteur. Il se trouve que les réacteurs à sel fondu peuvent être très compacts. Donc, l'avion a volé, le réacteur est bien dedans, mais l'avion ne vole pas grâce à la puissance du réacteur. C'était seulement pour tester s'ils étaient capables de piloter un avion avec un réacteur à sel fondu à l'intérieur. Ils ont eu quelques petits problèmes à l'atterrissage et ils n'ont fait voler qu'une seule fois. C'est la petite histoire. Ceci dit, ce réacteur a fonctionné une centaine d'heures, à 2,5 MW thermique, et a rencontré des gros problèmes de corrosion. Donc, ce qui a amené les Américains à développer de nouveaux matériaux pour régler ces problèmes. Et donc, le MSRE, lui, est un réacteur qui a très bien fonctionné pendant 5 ans, 1 an pleine puissance, qui n'a pas eu aucun problème de corrosion, donc les matériaux ont pu être développés, et il a fonctionné à l'uranium enrichi, au plutonium, à l'uranium 233, jamais eu de thorium à l'intérieur. Donc on n'a jamais fait fonctionner un réacteur à sel fondu en cycle thorium. Alors le MSBR, ensuite c'est un réacteur papier qui faisait 2500 MW thermiques, qui a été étudié au départ à Oak Ridge. Il recherchait un maximum de surgénération pour pouvoir déployer rapidement ce type de réacteur, et le projet a été arrêté en 1976. Bon, je passe les détails du pourquoi. Ceci dit, ce projet a été repris par la suite au Japon, il continue au Japon. En France, CEA et EDF ont beaucoup travaillé dessus dans les années 80-90. On a beaucoup de documentation grâce à eux. La Russie depuis les années 90, la Tchéquie depuis les années 2000, et puis les USA dans les années 90 aussi ont repris le concept, mais uniquement toujours sur le papier. Et puis le forum Génération 4 en 2002 a placé le réacteur à sel fondu comme un des concepts parmi les 6 à étudier. Alors le CNRS, il a fait quoi là-dedans? D'abord, on a participé au projet Tir 1 de Charlie Bowman, qui était en fait un incinérateur d'actinides à sel fondu en sous-critique. Et puis on a réévalué, entre 1999 et 2002, on a réévalué le MSBR. Ça nous
donné l'occasion de développer un couplage neutronique, évolution des matériaux, ce qu'on appelle maintenant les Monte-Carlo évoluants. Et donc tout ce que je vais vous présenter maintenant a été fait avec ce code-là, qui a été couplé depuis à la chimie et qu'on couplera bientôt à la thermohydraulique. Donc c'est un producteur d'énergie, le MSBR, et on a mis en évidence un certain nombre de problèmes. Le coefficient de contre-réaction était globalement nul, voire positif. Il y avait des problèmes. C'est le Monte-Carlo qui a permis de le montrer parce que les hétérogénéités étaient mal prises en compte dans les calculs qui avaient été faits à l'époque. Alors bon, je passe ça parce que je pense que vous connaissez. Le coefficient de vide était largement positif. Il y avait un retraitement peu réaliste, 4 mètres cubes par jour. Le cœur faisait 40 mètres cubes, on en ponctionnait 10% chaque jour. C'était quand même pas quelque chose de simple. Et puis du graphite dans le cœur, avec une durée de vie limitée. On ne sait pas stocker le graphite actuellement, c'est un gros problème. Et puis difficulté de retraitement de ce graphite et puis les risques d'incendie. Donc tout ça, ça posait un certain nombre de problèmes. Et la conclusion, c'est que globalement, le MSBR n'a pas la capacité à devenir un réacteur industriel. La plupart des experts avaient conclu que ce n'était pas un réacteur pertinent. Et ils avaient raison. Ce réacteur-là aurait vraiment posé des problèmes. Ceci dit, les avantages du combustible liquide restent très attrayants, donc ça vaut quand même le coup de se poser des questions. Donc on est allé plus loin et on a essayé de trouver une configuration qui pourrait marcher. Donc là, je vous présente tel qu'est le MSBR. En fait, c'est un bloc de graphite percé de canaux avec du sel qui circule de bas en haut dans les canaux. Donc c'est le modèle de calcul qu'on utilisait en Monte-Carlo. Et puis, on a fait plusieurs études, dont une qui a été concluante, qui était en fonction du rayon des canaux. Donc, on garde le même réseau, mais on change le rayon des canaux de sel. Quand on a des canaux tout petits, il y a énormément de graphite, le spectre est extrêmement modéré. Quand on a des grands canaux de sel, alors il y a peu de graphite et le spectre est plutôt rapide. Et là, vous avez les coefficients de contre-réaction, et vous voyez effectivement le MSBR qui était plutôt à 6,5 en taille, était très légèrement positif, coefficient de contre-réaction global. Mais il peut être fortement négatif lorsqu'on va dans cette zone-là. Si vous regardez maintenant le taux de régénération, le MSBR avait un taux de régénération correct, mais il devient très très fort lorsqu'on devient rapide. Ça, c'est des choses qui sont en fait connues. Les flux, bon, on voit bien qu'on devient rapide parce que le flux est beaucoup plus important ici que là. Ça, c'est le flux neutronique. Mais ça a une conséquence sur la durée de vie du graphite. Plus le flux est important, plus la durée de vie du graphite est limitée. Ceci dit, le flux de graphite est beaucoup plus important ici que là, parce qu'on le garde peut-être 15 ans en cœur, mais on en a beaucoup plus. Donc ça fait un flux beaucoup plus important. Et puis l'inventaire, plus on devient rapide et plus l'inventaire est grand. Ça, c'est une constante. Et en fait, il faut comparer entre l'inventaire et le taux de régénération. Vous avez un faible taux de régénération, mais un très faible inventaire. Ça veut dire que vous pouvez avoir un temps de doublement qui est aussi bon ici que là, en réalité. Donc le temps de fabriquer suffisamment de matière fissile pour démarrer un nouveau réacteur. Ceci dit, on remarque un point très particulier ici, où en fait on n'a plus de graphite à l'intérieur, donc pas de problème de graphite ici, ça nous résout des problèmes sur les matériaux, excellent coefficient de contre-réaction, excellente régénération, un inventaire un peu élevé, mais bon, on peut peut-être s'en accommoder. Alors, le MSFR, l'inventaire, c'est la quantité de matière fissile qui se trouve à l'intérieur du cœur pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse être critique. Donc on voit que c'est des tonnes de matière fissile. Donc le MSFR, donc cette configuration-là qu'on appelle le MSFR, est donc un réacteur régénérateur à spectre rapide. Et le Forum international Gen 4 a reconnu ce réacteur, donc a pris acte du fait que le MSBR n'était pas un bon réacteur, et a décidé en 2008 de prendre ce réacteur, le MSFR, c'est d'ailleurs le forum qui a donné le nom, MSFR, Molten Salt Fast Reactor, et donc c'est maintenant ce réacteur-là qu'il faut étudier au niveau mondial. Alors une image, c'est une image, ça ne sert à nous qu'à avoir une visualisation. Si on construit un réacteur, il ne ressemblera pas à ça évidemment, mais en gros vous avez ici une couverture fertile, vous avez des réflecteurs axiaux, vous avez ici un niveau libre,
parce que c'est un liquide, donc quand on change de température, le niveau libre bouge, donc il est là. Le système de traitement de gaz est là, c'est tout ce qui est en jaune. Je vais vous en parler rapidement tout à l'heure, comme je suis un peu en retard, je passerai très vite. Mais vous constatez qu'il est à l'intérieur de la cuve réacteur. Des échangeurs de chaleur, des pompes, alors évidemment là elles sont mises horizontalement, elles seront certainement verticalement et en plus elles seront sûrement en bas, donc il y a plein de choses qui changent. Et puis le système de vidange qui permet de passer de la configuration dans le cœur à une autre configuration. Pareil, ça ressemblera certainement pas à ça, au niveau sûreté c'est pas du tout adapté ça. Donc une vision de l'autre côté, vous revoyez à peu près les mêmes éléments. Donc j'insiste, si on construit un réacteur comme ça, il ne ressemblera pas à ça. Il y aura de grosses différences, c'est juste pour faire des études de sûreté qu'on fait ces schémas-là. Alors, le MSFR de référence, alors, comme je suis en retard, je préfère parler du reste, je passe très vite. Juste pour vous montrer ça, le spectre neutronique qui est à l'intérieur, je dis que c'est un spectre rapide, mais pas totalement rapide. Le fluor creuse un trou important ici. C'est la diffusion inélastique sur le fluor qui creuse ce trou et qui renvoie les neutrons à cet endroit-là. Et alors, c'est la raison pour laquelle le spectre UPU fonctionne mal dans ce type de réacteur. Il a du mal à être régénérateur parce que vous vous souvenez, il a besoin d'avoir des neutrons très rapides. Or, on enlève les neutrons très rapides. Et le cycle thorium s'accommode très bien des neutrons moins rapides. Et donc, c'est pour ça que ça marche bien. Ceci dit, moins de neutrons rapides, c'est aussi moins de dégâts aux matériaux. Dans cette zone-là, ou ici, qui sont les parties les plus irradiées, si on met des chlorures, où on n'a plus ce truc-là, on a 7 fois plus de dégâts aux matériaux. Il y a quand même un facteur 7 qui est gagné grâce à ça. Bon, en plus, il n'y a pas de matériaux au cœur du réacteur, c'est vraiment que sur les bords, donc on gagne en fait un facteur 20 en tout. L'unité de retraitement, alors, pareil, je ne vous la décris pas parce que je n'ai pas le temps, je pense que le reste est plus intéressant. Juste pour vous dire que on a défini complètement une unité de retraitement avec comme but qu'on ne sorte que les produits de fission et pas le reste. Ça ne nous embête pas que des produits de fission retournent dans le cœur, à partir du moment qu'ils finissent par sortir. Par contre, on ne veut pas que d'actinide sorte. Donc tout ce schéma-là est acquis, en fait. Maintenant, on voit bien comment ça fonctionne, comment ça peut se faire. Mais dans les détails, tout reste à faire. Il y a vraiment énormément de choses, de paramètres qui nous manquent pour dimensionner vraiment correctement cette unité de retraitement. Mais on voit qu'en entrée, on a du thorium. En sortie, on n'a que des produits de fission. D'accord, avec soit des oxydes, ça va aller dans des verres, soit des gaz, ici. Alors, l'influence du retraitement sur le réacteur, en fait, je vous ai dit, les produits de fission vont capturer et donc vont faire baisser la régénération. Alors, vous avez ici, en fonction du volume de sel retraité par jour, parce qu'on pense retraiter tous les jours un petit volume, vous avez le temps de premier doublement, le temps que vous mettez pour produire suffisamment de fissile pour démarrer un nouveau réacteur. Lorsque le réacteur n'est plus régénérateur, ce temps devient infini. Et on voit qu'au-delà de 100 jours, de 100 litres retraités par jour, on ne gagne plus rien. Et en dessous de 10 litres retraités par jour, on perd la régénération. Donc ça nous donne l'ordre de grandeur du retraitement, quelques dizaines de litres par jour, et non plus 4 mètres cubes, comme pour le MSBR. Pour le bullage, alors je ne vous ai pas vraiment décrit, mais on injecte des bulles à l'intérieur pour récupérer tous les produits de fission qui sont non solubles. Et on voit qu'il n'y a aucune dépendance avec l'efficacité de ce bullage. Il suffit que ça marche quand même. De toute façon, ça marchera. Si ces produits de fission, on ne les enlève pas de cette façon-là, ils vont soit se déposer sur les surfaces, essentiellement les échangeurs, soit le gaz va aller se placer ailleurs. Donc il faut quand même pouvoir les enlever. Et en fait, du coup, le vrai rôle du retraitement, c'est ça, c'est de garder des bonnes propriétés physico-chimiques du sel. Donc éviter les dépôts sur les éléments, des éléments non solubles, contrôler la corrosion, éviter que, par exemple, le tellure n'est pas bon pour la corrosion. Donc il faut vraiment l'enlever. Et puis limiter l'abrasion sur les matériaux. S'il y a des petites particules solides, il faut le mieux les enlever pour éviter l'abrasion. Donc il sert surtout à ça, le retraitement. Et pourquoi? Ça, on a tous les avantages d'un spectre rapide qui fait que les sections efficaces sont faibles et donc on n'est pas embêté par les produits de fission. Très peu. Alors, quand même un problème, c'est la disponibilité de la matière fissile. On n'a pas d'uranium 233. Donc pour démarrer, on pourrait utiliser l'uranium 233, mais il faudrait l'avoir. Alors l'autre option, c'est d'utiliser les transuraniens des REP. C'est difficile. Donc on a regardé, on prend le plutonium des REP, on prend même tous les actinides mineurs. Mais on voit qu'il nous faut 13 tonnes de plutonium pour démarrer le réacteur.
puis ce plutonium disparaît rapidement. On n'a plus que 350 kg rapidement, il y a 200 ans ici. Alors, pensez pas que le réacteur va vivre 200 ans, mais le sel, oui. Les noyaux, les atomes, eux, ils continuent à exister. Et donc, ça pourrait marcher, sauf qu'on a un petit problème. C'est la solubilité du plutonium dans le combustible, dans le sel. On est à la limite de solubilité ici. Et donc, il faut quand même prendre une marge. Et donc, a priori, ce genre d'option n'est pas vraiment possible. Il faudrait se limiter à 4,5% de plutonium. Alors, il y a une autre option, c'est de se dire on va démarrer l'uranium enrichi. Bon, si on veut être dans des conditions à peu près correctes, il faut enrichir à 25%. C'est un peu trop. Alors, on a aussi les options de faire des mix de tout ça. Donc, on peut prendre, par exemple, de l'uranium enrichi à 13% avec les transuraniens des REP. Donc c'est maintenant les courbes que vous voyez en très plein ici. On a besoin plus que de 7 tonnes de plutonium, on est largement en dessous de la limite de solubilité. Et en fait, à tout moment, tout va mieux. En réalité, on démarre plus bas pour chaque élément, il monte moins haut. Donc, et l'évolution est plus lente, ce qui est plus facile à gérer au niveau du retraitement. Donc là, je vous mets des compositions, bon, on ne va pas les regarder dans le détail, sauf pour dire que, oui, excusez-moi, l'autre option, c'est de disposer déjà d'uranium-233 et de le mélanger avec les transuraniens. Donc on a besoin de moins d'uranium-233 à ce moment-là. Et donc voilà les compositions qu'on peut prendre, mais surtout ce qui est important, c'est de voir que si on mélange avec des MOX qui ont 50 ans de durée de vie, qui sont refroidis depuis 50 ans, on a 4% de plutonium. Si on mélange avec de l'UOX, pareil, on a 3% de plutonium. Donc on voit, il suffit de mettre 1,5% d'uranium pour arriver à ça. Et puis, on peut aussi prendre du MOX thorier. Alors MOX thorier, c'est au lieu de mettre de l'uranium appauvri avec du plutonium pour faire du MOX, vous prenez du thorium avec du plutonium pour faire du MOX. Ce thorium va produire de l'uranium-233, va dégrader le plutonium, et vous obtenez une composition de ce type-là avec 4,6% de plutonium à l'intérieur. Donc c'est un combustible qui peut rentrer dans le réacteur. Donc on a différentes options pour démarrer qui sont des options de mix comme ça. Donc je vais utiliser ces trois types tout à l'heure de composition. Alors la dernière chose importante, c'est ce qu'on appelle la fin de jeu. La fin de jeu, c'est vous avez démarré une filière, elle fonctionne depuis un certain temps, puis vous passez à autre chose. On a trouvé un autre moyen de faire de l'énergie, on n'a plus besoin de cette filière. Comment on l'arrête ? Alors la remarque importante, qui est valable aussi pour le cycle UPU, c'est de dire que si pendant le fonctionnement des réacteurs, si pendant le retraitement, on rejette 0,1% des actinides mineurs, enfin des actinides, si on en rejette 0,1% et que la durée de vie du combustible dans le cœur est de 5 ans, alors pour avoir rejeté autant d'actinides qu'il y en a dans le cœur, il faut 5000 ans. On n'a jamais utilisé les cycles comme ça pendant 5000 ans. Donc, ce qui importe, c'est l'inventaire final. Si on arrête au bout de 300, 400, 500 ans, l'inventaire final, c'est le déchet qu'il faudra gérer. Ce n'est pas les rejets de ce type-là. D'ailleurs, j'ai bien dit, les actinides, il y a eu très peu de rejets par le retraitement. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir améliorer encore le retraitement, rejeter moins. Il faut trouver le moyen d'incinérer les inventaires finaux. Donc c'est ce qu'on a regardé. Alors il faut changer un petit peu le sel du combustible parce que, bon, pour différentes raisons. Donc on utilise un sel un peu différent, mais c'est le même type de réacteur, même configuration. Sauf qu'il n'y a pas de couverture fertile, on ne veut plus produire l'uranium-233. On alimente, au départ, on met tout ce qu'on appelle les transthoriens sortis d'un MSFR, donc on enlève le thorium et on garde tout le reste côté actinide, les noyaux lourds. Et puis on alimente avec ça au fur et à mesure pour garder la réactivité. Et voilà, on peut, au bout de 60 ans, avoir incinéré 77 tonnes de noyaux lourds, il nous en reste 8,5. On a donc gagné un facteur 9,1. Sur les noyaux lourds, vous avez le détail en fonction des isotopes, des éléments. Alors si on regarde la radiotoxicité à long terme, on voit qu'au départ, on a gagné presque un facteur 3 sur la radiotoxicité. C'est un peu la même chose sur la chaleur au niveau du stockage. Mais dans la période, surtout lorsqu'on dépasse les 100 000 ans, où le site de stockage commence à perdre un peu son intégrité, on a gagné un ordre de grandeur, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors maintenant, je vais, pour finir, vous présenter un scénario de déploiement de MSFR en France. Donc je vais supposer que c'est une chose possible dans un monde parallèle, mais ça permet de voir comment les choses peuvent s'imbriquer.
Donc on suppose qu'il y a une demande relativement faible de l'uranium-235 dans l'uranium naturel, donc ça veut dire qu'en France on va pouvoir vraiment se développer, et on fait un développement avec, on augmente la puissance d'un facteur 2 jusqu'en 2100, puissance installée. Et puis un certain nombre de choses, donc on fait des MOX, on réenrichit, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'uranium appauvri, l'uranium de retraitement. À partir de 2040, alors, qu'est-ce que je raconte là? Oui, on démarre des EPR, oui, à partir de... C'est marrant, je ne le vois plus, mais c'est pas grave. À partir de 2040, on commence à moxer des EPR, donc mox-thorier. Donc on va commencer à vouloir fabriquer de l'uranium-233. Jusque-là, tous les MOX, c'est-à-dire tous les combustibles MOX qui ont été mis en cœur ne sont pas retraités en sortie, et tous les UOX, lorsqu'on les retraite pour faire du MOX, les actinides mineurs sont mis dans les verres. C'est ce qu'on fait actuellement. Et puis à partir de 2070, donc c'est bien un futur, on commence à démarrer donc des réacteurs type MSFR. Dans ce cas-là, on va utiliser les MOX thoriers, on va récupérer les actinides mineurs qui viennent des MOX thoriers aussi. Et puis dès qu'on a suffisamment de MSFR qui fonctionnent, on produit de l'uranium-233, on va pouvoir utiliser cet uranium-233 mélangé aux UOX et aux MOX qui n'ont pas encore été utilisés pour pouvoir démarrer de nouveaux réacteurs. Et puis, dans la première moitié du XXIe siècle, on décide d'arrêter. Donc il va falloir mettre des incinérateurs derrière. Donc on va s'intéresser à l'évolution de différentes choses. Surtout, ce scénario, il a été dimensionné pour être plutôt exigeant. C'est-à-dire que d'une part, on a une augmentation de la puissance installée, d'autre part, on s'arrête prématurément. Donc, voir ce que ça donne. Bon, le total du scénario, c'est 138 000 TWh de produits, dont 72 000 avec les MSFR, et ça donne ça. Vous avez ici les REP actuels avec ceux qui sont moxés, les EPR avec la partie moxée qui a démarré qu'en 2040, et puis les MSFR démarrés avec les MOX thoriers, donc provenant de ces réacteurs-là. On voit qu'il n'y en a pas tant que ça, et finalement, ça permet d'en déployer quand même beaucoup. Alors attention, ce n'est pas forcément des réacteurs qui sont entièrement moxés et d'autres qui ne le sont pas du tout, ça peut être des mix à l'intérieur. Et puis, ceux-là produisent de l'uranium-233, donc on peut démarrer d'autres réacteurs avec de l'uranium-233 et utiliser les UOX et MOX qui n'ont pas encore été utilisés, et puis finalement les incinérateurs qui sont là. Donc qu'est-ce que ça nous donne maintenant au niveau des inventaires? On constate que tout ce qui est uranium appauvri, on n'a plus que de l'uranium appauvri à 0,1%, on a pu tout consommer avec ce scénario-là. Donc on a pleinement utilisé la ressource qu'on avait en uranium dans les réacteurs actuels, ou les troisième génération. Que tous les PUOX et PUMOX aussi ont été brûlés, on n'en a plus. Et puis, après incinération, là, il ne nous reste plus que 100 tonnes de transthorien, donc qui est au-delà du thorium, uranium, plutonium, etc. Donc on a quand même bien fait le ménage, sauf les actinides mineurs qui sont dans les verres, qu'on a placés petit à petit dans les verres. D'accord ? On a consommé 800 000 tonnes d'uranium naturel pour faire ce scénario-là. 12 000 tonnes de thorium. On voit qu'il n'y a pas du tout les mêmes quantités, et ça c'est ce que je disais, à partir du moment qu'on va à la régénération, on consomme beaucoup moins de matière naturelle. En réalité, on a fissionné 18 000 tonnes d'actinides, dont 12 000 tonnes qui proviennent de l'uranium naturel et 6 000 tonnes qui proviennent du thorium. Donc si vous voulez faire le même type de scénario, mais en mettant le cycle UPU, les 6 000 tonnes remontent ici, vous consommez seulement 6 000 tonnes de plus d'uranium naturel, par rapport aux 800 000 tonnes qui sont là. Et puis j'en ai profité pour mettre la composition isotopique du thorium de retraitement qui contient 43 ppm de thorium 230 qui a 75 000 ans de période, et puis pour le reste c'est quasiment rien du tout, donc c'est presque du thorium naturel. Il y a vraiment très peu de différence. La radiotoxicité à long terme, alors qu'est-ce qu'on constate? Peut-être pas mettre ça tout de suite. Ce qu'on constate, c'est que les transthoriens, donc tout ce qu'on avait en fin de vie des réacteurs, donc les inventaires qu'on a incinérés, sont là, en vert. Tout ce qu'on a rejeté pendant le fonctionnement en actinides est très bas ici. Et en fait, ce qui domine, c'est les actinides mineurs qu'on a mis dans les verres. Donc on met actuellement dans les verres.
on voit aussi que la radiotoxicité passe en dessous de l'uranium dans la mine, ce qu'on a extrait de la mine, en fait, au bout de quelques dizaines de milliers d'années. Donc, en fait, l'ensemble est relativement propre. Ce qui finit par dominer à la fin, c'est l'uranium rejeté qui, lui, en s'équilibrant après avec l'uranium 234, va remonter ici. Donc, essentiellement, ce qu'on constate, c'est que la réduction drastique de la radiotoxicité des déchets produits par le cycle thorium est complètement masquée par les actinides mineurs qu'on met actuellement dans les verres. Donc là, c'est peut-être quelque chose à réfléchir, se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver autre chose que de faire ça actuellement? Ça restera vrai, quel que soit le cycle qu'on utilise. Et on va rester masqué pendant très longtemps parce que ça, c'est par terawattheure produit. Donc tous ces trucs-là ne vont pas beaucoup bouger avec le temps, même si on fonctionne plus longtemps. Sauf lui qui va descendre. Alors pour finir, je vais vous parler du thorium à l'international. Donc qu'est-ce que tout ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a des gens qui en font quelque chose? Alors, le combustible solide, c'est essentiellement l'Inde qui est intéressée. L'Inde, actuellement, est en train de construire des réacteurs spectre rapide caloporteur sodium, des réacteurs de 500 MW électriques, je crois. Leur but, c'est de mettre une couverture fertile en thorium de manière à produire de l'uranium-233. Puis cet uranium-233, ils vont l'injecter dans des candous presque régénérateurs. Et donc ils veulent faire un parc symbiotique de ce type-là. Donc il y en a un des réacteurs rapides qui doit démarrer cette année, on disait déjà ça l'année dernière, peut-être qu'ils démarreront cette année ou l'année prochaine. Je crois qu'il y en a 5 en construction. Le thorium en combustible liquide intéresse beaucoup plus de pays. Le Japon s'est toujours intéressé à ce combustible. Ils nous annoncent régulièrement qu'ils veulent reconstruire un réacteur du type MSRE. Bon, je ne sais pas quel est le sérieux qui est derrière. Leur idée, c'est en fait de faire un réacteur sous-critique qui va produire l'uranium-233 qui sera injecté dans des réacteurs critiques de type MSBR, mais qui, eux, ne seraient pas tout à fait régénérateurs. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont cette idée-là. La Russie étudie un projet qui s'appelle Mozart, qui est essentiellement un projet pour incinérer des actinides mineurs dans un réacteur à sel fondu. Mais dans leurs études, ils en font devenir petit à petit un réacteur producteur d'électricité en cycle thorium. Donc il commence par être incinérateur, puis être ensuite en cycle thorium. Bon, l'Europe finance actuellement un projet qui s'appelle EVOL. Je pourrais vous en parler pendant les questions si vous voulez. Ce programme, il est piloté par le CNRS et son but, c'est de designer un démonstrateur de MSFR en étudiant toutes les parties sûreté, matériaux, chimie du sel, etc. Donc il y a un projet qui est au niveau européen, qui est doté d'1 million d'euros sur 3 ans, ça ne va pas chercher très loin. Ce projet est en commun avec la Russie sur Mozart, en fait. La Russie a mis aussi 1 million d'euros dans un projet qui s'appelle Mars et qui est complètement couplé avec ce projet EVOL. Et puis la Chine surtout. Alors la Chine ont décidé en février 2011 de construire un démonstrateur de type MSRE, c'est-à-dire le premier qui a fonctionné, spectre thermique, 5 MW thermique, et ils pensent qu'ils auront une divergence vers 2017. C'est des contacts qu'on a avec eux, ils nous disent ça. Ils disent à partir de ce moment-là, on commencera à étudier des réacteurs spectre rapide MSFR. Leur idée, c'est de se faire la main, refaire ce qui a déjà été fait pour avoir les compétences, retrouver toutes les compétences, et ensuite passer à la suite. Et puis d'autres pays, l'Angleterre récemment mis en place un projet gouvernemental, enfin c'est la Chambre des Lords, qui étudie la possibilité de développer les réacteurs à sel fondu. Il y a le Brésil, la Norvège, parce qu'ils ont beaucoup de thorium sur leur territoire. Les USA sont toujours restés plus ou moins intéressés, et l'Inde aussi s'intéresse à ce type de concept. On reçoit régulièrement des contacts de leur part. Et je voudrais finir sur ces 3 remarques qui serviront de conclusion. La première, c'est ce que j'ai dit au début, le cycle thorium est la seule alternative au cycle UPU. On a 2 options, il vaut quand même le coup de les étudier les 2. En laisser tomber une lorsqu'on a 2 options, ça ne paraît pas très raisonnable. Alors, le thorium est bien adapté dans les combustibles liquides, type fluorure,
Je vous ai donné deux raisons. La première, c'est que le fait qu'il y a cette émission de gamma très haute intensité, très haute énergie, fait qu'en combustible liquide, c'est plus facile à manipuler. On ne va pas sortir du réacteur, en réalité, on va toujours garder le sel à proximité et on peut automatiser facilement. Et puis les fluorures, parce qu'il y a cette déplétion du spectre de neutrons qui fait qu'on a beaucoup moins de dégâts aux matériaux. Et il se trouve que les fluorures trouvent tout leur potentiel avec le thorium, puisque justement à cause de cette déplétion dans le spectre, le cycle uranium a du mal à fonctionner dans ce type de réacteur. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Lumière, s'il vous plaît. Il y a certainement des questions en grand nombre. La lumière. Oui, si vous pouvez remettre la lumière. Je voulais savoir, donc, vous avez montré qu'il y avait une dépression du spectre. Déplétion, oui. Ouais. Je voulais savoir si, quand il fonctionne en spectre rapide, est-ce qu'en principe il peut être surgénérateur en uranium 238, ou est-ce qu'il est uniquement consommateur? Il peut être générateur. Ça demande de retraiter. Il faut retraiter suffisamment vite pour enlever les produits de fission. Là, le retraitement reprend un intérêt au niveau empoisonnement, parce qu'il est très limite en neutrons disponibles, et donc il faut vraiment enlever les produits de fission. Donc on se retrouve à avoir des retraitements, au lieu d'avoir quelques dizaines de litres par jour, comme je le montre là, on est plutôt aux alentours de plusieurs centaines de litres par jour. Mais ça peut marcher quand même. Ah oui, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir au départ un système à cœur liquide qui fonctionne en mélange thorium-uranium. On aurait à la fois de l'uranium 233, du plutonium et tout ça. Oui, alors ça, je ne voulais pas vraiment montrer, mais quand je vous dis qu'on peut démarrer avec de l'uranium enrichi et des transuraniens, l'uranium enrichi contient de l'uranium 238, bien sûr. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au départ, le plutonium reste assez stable, parce qu'on le consomme, mais en même temps on le reproduit à partir de l'uranium 238, qu'on va finir par consommer complètement. Et c'est ce qui fait qu'on est assez stable. On se place dans une configuration, un enrichissement tel qu'on est stable. Oui. Il y avait une question là-bas d'abord. Ah. Oui, en fait, dans le transparent, vous présentiez les ressources. Et vous avez dit finalement le seuil de concentration en fonction de la rentabilité économique. Est-ce que finalement, si on ne s'intéresse pas maintenant aux euros, mais simplement à l'aspect énergétique, est-ce qu'on connaît le seuil de concentration en dessous duquel le coût énergétique d'extraction va être supérieur à ce qu'on va récupérer? Et si oui, est-ce que vous en avez tenu compte dans vos scénarios de ressources et de disponibilité? Ouais, ce seuil est au-delà de ce que j'ai pris. Quand on est à quelques centaines de ppm, on a déjà suffisamment d'uranium. Enfin, je me suis limité quand même à des 20 à 30 millions de tonnes d'uranium, et là, les coûts d'extraction ne sont pas si élevés que ça. En énergie, oui, ils ne sont pas si élevés que ça. Alors évidemment, si on va descendre, si on veut aller chercher à 10 ppm, là, on commence peut-être, alors je ne sais pas exactement la valeur, mais elle est bien en dessous, la valeur. Alors sur l'eau de mer? Alors l'eau de mer, c'est différent, parce que c'est pas un minerai on ne doit pas les creuser pour les chercher. Alors effectivement, il y a un problème avec l'eau de mer. Les premiers systèmes qui étaient envisagés, c'était de faire circuler l'eau. Et donc là, il y a des pompes, et les pompes, ça ne va pas. Les Japonais ont mis au point un système où c'est comment on appelle ça, des sortes de polymères, qu'on trempe dans l'eau, tout simplement, et on utilise des courants marins pour faire évoluer l'eau autour. On le laisse comme ça pendant 6 mois, puis on le ressort, et on arrive à avoir une quantité, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est plusieurs grammes par kilo de polymère, d'uranium, qui peuvent être récupérés comme ça. Bon, c'est expérimental, et là, il n'y a pas de consommation énergétique, sauf le bateau qui doit aller, c'est ces bateaux de pêcheurs, hein, c'est exactement la même chose que les pêcheurs qui vont poser leur ligne, donc ils vont poser leur polymère, ils vont les chercher, et après, il y a l'extraction du polymère, qui a un coût énergétique aussi. Franck, oui.
Donc, je suis Franck Carré, donc je me passionne pour le nucléaire du futur depuis une trentaine d'années. Donc, je vais juste faire deux commentaires, enfin trois. Le premier, c'est d'abord pour remercier Daniel Loehr d'avoir fait un exposé très complet et, j'allais dire, très pondéré sur le nucléaire du futur et que je partage, j'allais dire, pour l'essentiel. Les deux commentaires, c'est sur les deux aspects de ton exposé. Donc, le premier, c'est le nucléaire du futur en général. Le deuxième, l'utilisation du thorium. Donc, sur le nucléaire du futur, je crois que, comme tu l'as dit, il faut certainement pas proposer neutrons rapides et réacteurs à ciel fondu. Le futur est difficile à prévoir et il est robuste, j'allais dire, s'il y a une diversité de systèmes qui sont étudiés raisonnablement. Raisonnablement, c'est une potentialité, coût, mais vraiment, on a besoin à la fois des réacteurs à neutrons rapides et de réacteurs à ciel fondu, qui sont étudiés peut-être dans des cadres différents. Réacteurs neutrons rapides, c'est les seuls qu'on a su mettre en œuvre à l'état de prototype pour un nucléaire durable qui utilise les ressources fertiles, l'uranium-238 ou le thorium. Réacteur à ciel fondu, c'est une vision, j'allais dire, différente, avec l'uranium-thorium, aussi qui contribue au nucléaire durable et qui peut compléter ou être une alternative. Et donc, qui est, j'allais dire, une activité liée aux industriels de retour à bon niveau sur des nucléaires à neutrons rapides qui fassent des progrès. Bon, c'est un peu le programme de l'ADEME avec Astrid. C'est une chose, mais il est important qu'il soit complété par des recherches plus prospectives et partagées à l'international sur d'autres options, que ce soit un neutron rapide ou que ce soit ciel fondu. Alors maintenant sur le thorium, donc alors quelques sensibilités, j'allais dire un peu para-industrielles à force de travailler avec des industriels, mais donc le thorium il est fertile, comme tu l'as dit, donc il est un peu comme l'uranium-238, donc il est plus difficile à mettre en œuvre. On n'aurait pas pu démarrer le nucléaire uniquement avec le thorium. Donc ça c'est une chose, et donc le nucléaire industriel il a démarré avec l'uranium, et par malchance les procédés du thorium, finalement ils ne peuvent pas emprunter les procédés de l'uranium, que ce soit pour le retraitement ou la refabrication, c'est plus compliqué avec le thorium. Donc il faut des motivations fortes pour passer au thorium, même s'il est reconnu comme une réserve vraiment très importante, et puis qui peut compléter l'uranium. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut à court terme des contextes très particuliers comme celui de l'Inde, qui a des ressources en thorium et qui a eu jusqu'à présent des difficultés d'accès aux ressources en uranium. C'est des choses qui peuvent changer, mais l'Inde reste très volontariste pour investir beaucoup dans la recherche et développement, dans des prototypes, des infrastructures pour utiliser le thorium. Autrement, sur les autres motivations, on peut discuter. Sur l'abondance, toi-même, tu as discuté, 3 fois l'infini, est-ce que c'est vraiment plus que l'infini? L'infini, il faut voir aussi les ressources qui sont économiquement, intéressantes à récupérer, donc c'est celles qui sont concentrées, pas forcément très diluées. Sur les déchets, d'accord, il y a moins d'actinides mineurs, mais la quantité qui va aux déchets dépend des procédés. On n'a pas tout dit en disant ça, parce qu'il y a quand même des actinides mineurs qui sont très embêtants au point de vue radiotoxique, donc on ne gagne pas sur l'ensemble de la période de décroissance. Et puis sur la non-prolifération, donc ça se discute aussi parce que l'uranium-233 c'est quand même un excellent matériau fissile. La masse critique est un tiers de celle de l'uranium-235 pur. Et la protection par le gamma de l'uranium-232, là aussi ça se discute un peu. Et donc l'AIEA avait encadré en 80 donc une étude qui s'appelle INSTE qui disait globalement si l'uranium-thorium ou l'uranium-plutonium, même avec 20% de matière fissile dans les combustibles, en gros c'est à peu près la même chose du point de vue de la non-prolifération. Et moyennant quoi, je crois que réfléchir à l'utilisation du thorium à partir, alors avec une utilisation à long terme, telle que celle que tu as présentée, ou à partir d'aujourd'hui, je crois que c'est très intéressant, celle que tu as présentée est une option. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la seule. Les réacteurs à neutrons rapides peuvent aussi mettre en œuvre le thorium pour convertir en uranium-233, qui est d'ailleurs mieux utilisé dans les réacteurs thermiques, que ce soit les réacteurs à eau, que dans les réacteurs à neutrons rapides. Donc, ce qui est important, c'est les parcs symbiotiques. Donc qui combine réacteur neutron rapide, réacteur à neutron thermique, et le thorium est une ressource additionnelle qu'on peut optimiser et qu'on introduira, je crois, quand le contexte sera adapté. Le contexte, c'est-à-dire un avantage économique, et puis après un investissement qui est quand même assez important de faisabilité et de démonstration. Donc ça dépend du coût de l'uranium, ça dépendra également des coûts des procédés de retraitement et de gestion de l'aval du cycle, à la fois des cycles thorium et du cycle uranium. Merci encore, moi je partage vraiment à plus de 90% tout ce que tu as dit, et en le projetant vraiment sur le grand futur, c'est les approches qui sont faites
à mon avis, se complètent. Et je dois dire un mot, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le forum Génération 4. Et donc il y a une petite histoire derrière la sélection du sel fondu comme 6e système, ça s'est fait en 2002. En fait, les Américains, il y avait une catégorie de réflexion sur le nucléaire du futur qui était les réacteurs, alors c'était pas académique, mais les réacteurs exotiques ou quelque chose comme ça. Et les Américains étaient revenus très fort en disant, nous on soutient les réacteurs à cœur gazeux. Et parce qu'il y avait des travaux sur les universités. Et c'est la partie française, parce que EDF s'était beaucoup intéressé aux réacteurs à sel fondu, parce que le CNRS était déjà très présent, qui a dit « Ah non, nous, on défend fort le sel fondu ». Il y a eu des discussions et globalement, le sel fondu a été retenu. D'ailleurs, c'était une reconnaissance de la communauté internationale sur le fait qu'il avait un rôle à jouer pour le futur. Et aujourd'hui, donc il y a le CNRS qui vraiment soutient l'effort en France, soutient l'effort en Europe, je vais dire. Je regrette qu'il n'y ait pas tellement plus de communautés dans d'autres pays qui s'intéressent à ça, parce que, faisant partie du futur, je crois que c'est... il y a un effort à faire pour essayer d'y intéresser d'autres et donc de pouvoir... et donc le CNRS, en tout cas, est, à mon avis, l'effort du CNRS pour entretenir cet effort international sur le sel fondu, d'abord est essentiel, parce que je crois que s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de soutien. Et il est, je crois, à amplifier autant que possible par des contributions d'autres pays en dehors de l'Europe sur le sujet, pour faire avancer toute la R&D nécessaire pour ce type de projet. J'ai été un peu long, mais... Bon, moi j'avais trois petites questions sur des choses dont j'ai entendu parler, sur lesquelles je voudrais mettre une clarification. La première, on vient d'en parler, j'avais toujours entendu dire que le 233, du point de vue prolifération, était bien plus dangereux que les voies actuelles, le 235 ou le 235. Et c'était bien plus facile de fabriquer des bombes avec le 233. Je sais quand même une clarification là-dessus. La deuxième question, c'est, elle porte sur une question purement technologique. Bon, je suis complètement extérieur, mais j'ai toujours été frappé par faire circuler des matériaux fissiles liquides, ça me paraît très compliqué. Je suis totalement extérieur à ça, mais du point de vue mécanique, du point de vue etc. Les fluorures, la corrosion, etc. Moi, ça me semble technologiquement un problème épouvantable, vu de l'extérieur. La troisième question, c'est simplement des réflexions à partir de choses que j'ai entendu dire périodiquement par revue, qui dit qu'il faudrait beaucoup plus de symbiose entre... Bon, ça c'est pour l'avenir hyper lointain. Il faudrait plus de symbiose entre fission et fusion. Et il faudrait, pour des couvertures, etc. Bon, lui parle de choses de thorium, mais est-ce qu'avec le thorium, il n'y a pas aussi des voies de symbiose entre le thorium et fusion? Donc oui, il y a trois questions. Alors, sur la prolifération, Franck l'a dit, si on a de l'uranium 233 pur, il y a besoin de 3 fois moins de masse pour faire une bombe, donc effectivement, c'est quand même c'est un fissile qui peut faire des bombes, et on en a fait, il n'y a pas de doute. Sauf que si vous avez bien vu ce que j'ai présenté, on a un retraitement qui est extrêmement lent, le protactinium reste tout le temps dans le cœur, et donc l'uranium 233 est toujours avec plusieurs centaines de ppm d'uranium 232. Et donc il n'y a pas d'option pour sortir de l'uranium 233 pur. Alors c'est vrai qu'on peut se protéger de ce gamma, mais c'est tellement plus compliqué que d'enrichir l'uranium naturel que je considère que ce n'est pas proliférant de ce point de vue-là. C'est la même chose que le plutonium qui sort d'un REP, il n'est pas proliférant, parce que faire une bombe avec ça, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, alors l'utilisation du CANDU, le CANDU est un réacteur extrêmement proliférant. D'ailleurs, il a été conçu pour ça au départ. Donc, oui, je suis bien d'accord. Mais bon, je vais quand même présenter ce que les Indiens veulent faire. Je suis obligé de... Oui, si on peut séparer le protactinium de l'uranium, alors on peut faire de l'uranium 233. Or, c'est faisable de faire cette séparation. Ce qu'il faut, c'est concevoir un réacteur où on n'est pas du tout dans cette voie-là, donc on ne le fait pas. Quand on a un retraitement de 10 litres par jour, on n'arrive jamais à avoir la quantité qu'il faut pour avoir de l'uranium 233. Et voilà. La deuxième question, c'était sur la corrosion. Alors ça, la corrosion, ça revient toujours...
la meilleure réponse, c'est de dire que le MSRE a fonctionné pendant 5 ans avec des sels qui circulaient dedans, qui contenaient de la matière fissile, et ils n'ont eu 0 problème de corrosion. Mais on peut faire la circulation. En fait, on n'a pas de pression. Les pertes de charge sont de l'ordre de 2 bars. Donc c'est des circulateurs, c'est même pas des pompes. Enfin, voilà. Après, évidemment, il faut les bons matériaux. Il faut que le sel reste propre. Il faut éviter qu'on commence à accumuler dedans des genre le thallium qui favorise la corrosion. Donc il faut éviter qu'il s'accumule, mais comme il n'est pas soluble dans le sel, normalement, on doit pouvoir l'enlever très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est la minute, hein, parce qu'il y a un balayage à l'intérieur de bulles qui va venir le récupérer. Vous avez noté que ce bullage, d'ailleurs, est entièrement à l'intérieur de la cuve réacteur. Donc on ne sort pas de la cuve réacteur, on conserve dans le concept, on a les 3 barrières qui sont respectées en permanence, donc, voire plus des fois. Donc non, la corrosion est vraiment un faux problème. On est tout à fait capable de maintenir le sel dans des conditions physico-chimiques telles qu'il n'y ait pas de corrosion. Ça a été fait, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas refaire. Et puis... Fusion-fission. Alors ça, c'est une question que je ne comprends pas. J'explique pourquoi. Lorsque vous faites une fission, vous avez 200 MeV. Lorsque vous faites une fusion, vous avez 20 MeV. Donc il y a un facteur 10. Donc par neutron, si vous avez utilisé un neutron pour arriver à fabriquer un tritium, etc., en gros, si vous normalisez au neutron, vous allez faire 10 fois plus d'énergie avec la fission qu'avec la fusion. Ou alors, il faut l'utiliser de manière parcimonieuse. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, autant ne pas mettre la fusion et on a 90% d'énergie déjà. Donc, j'arrive pas bien à comprendre, quand on couple les deux, où est l'intérêt. Une fois qu'on aura la fusion, alors à ce moment-là, est-ce que la fusion ne pourrait pas être optimisée en l'utilisant pour injecter des neutrons pour faire de la fission, mais on a besoin de tritium pour faire la fusion. Donc ce neutron, quand vous faites une fusion, vous avez un neutron, vous avez consommé un tritium, vous devez refabriquer un tritium. Donc en fait, l'idée de faire de la fission, c'est de multiplier les neutrons de manière à pouvoir refabriquer les... Mais dès que vous avez utilisé un neutron pour faire une fission, vous avez 10 fois plus d'énergie avec la fission qu'avec la fusion que vous avez faite. Moi, je ne vois pas. Le spectre à 14 mètres est quand même très intéressant. Pour détruire les actinides mineurs. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Utiliser la fusion pour détruire des actinides mineurs, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. C'est la même idée que d'utiliser des réacteurs sous-critiques. Ouais. Oui, c'est un reverse. Donc vous avez, excusez-moi, vous avez dit donc deux choses qui m'ont paru attrayantes. Donc on pouvait envisager des réacteurs pour lesquels il n'y aurait jamais besoin d'évacuer le public autour en cas d'accident. Et une deuxième chose, c'est que ce qui était important, c'est de convaincre le public. Donc comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça, ces réacteurs dont on n'aurait pas besoin d'évacuer le public autour, pour convaincre le public que ça peut exister? Ouais, c'est une excellente question parce que c'est vraiment un problème de communication qui est très compliqué. Alors déjà, ce que je dis, la première chose, c'est qu'il faut que les choses soient simples. Hein, qu'on puisse dire... Quand je vous dis il ne peut pas y avoir de suraccident, que le sel, de toute façon, n'a pas d'autre solution que de se retrouver dans les situations où il y a une évacuation de la chaleur résiduelle totalement passive, déjà ça, c'est plus facile à expliquer que de dire il faut mettre des turbopompes, il faut ci, il faut ça, etc. Les gens, ils décrochent très vite quand on fait comme ça. Mais ceci dit, je reviens même un point en arrière. Quand on dit aux gens il n'y aura pas besoin d'évacuer les gens, et donc de mettre en place de PPI, les gens, ils lèvent le doigt, on pourrait quand même le faire. Hein, on va quand même prendre la précaution d'eux. Donc les gens ont même du mal à envisager qu'on puisse ne pas évacuer. Donc ça commence déjà là, à arriver à expliquer que l'évacuation n'est pas possible, n'est pas nécessaire. Déjà ça, c'est très difficile à faire passer. Donc c'est un vrai problème. La communication est un problème majeur. La non-évacuation, c'est déjà pas mis sur le terre. La question portait vraiment sur, techniquement, comment est-ce qu'on évacue tous les cas où on aurait dû évacuer? Ah bah... c'est tout à fait faisable. Je veux dire, un RNRNA, quand on regarde vraiment comment est faite l'étude de sûreté, on arrive à se convaincre qu'effectivement, jamais on n'aura besoin d'évacuer les gens. Mais c'est totalement inexplicable. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer au public.
Mais quand je l'étudie, que vraiment je discute avec les gens qui travaillent là-dessus, oui, effectivement, tout est en place pour qu'à aucun moment il puisse y avoir de rejet massif de radioactivité. C'est compliqué à expliquer parce qu'après on va dire « Ah oui, mais le sodium peut exploser, ah mais ceci, cela ». Mais il y a toutes les parades derrière, c'est la défense en profondeur, quoi. Bernard. Je voudrais revenir sur la question du traitement du combustible. C'est un traitement qui est... Non mais levez-vous, on n'entend rien du tout. Je voulais revenir sur la question du traitement du combustible. C'est un traitement qui est fait par pyrochimie, donc dans le cas du réacteur à cette fondue, qui fait contraste avec le traitement actuel qui est hydrochimique. Alors, on traite de l'ordre de la centaine de litres par jour dans le réacteur que tu cites, c'est un traitement continu. Il suffit que le facteur de sélection de la séparation, le facteur de séparation entre les actinides et les produits de fission soit pas tout à fait de 100%, et on se retrouve finalement dans les déchets avec un mélange de produits de fission et d'actinides, avec pas mal d'actinides. Alors, tu allais assez vite là-dessus, et j'ai peut-être pas tout suivi, mais je pense que quand on fait le bilan des actinides qu'on retrouve dans les déchets, il faut faire l'hypothèse d'un certain facteur de séparation. Or, les procédés de traitement de séparation par voie pyrochimique ne sont pas connus pour leur performance en matière de facteurs de séparation. Donc, est-ce que tu as fait des hypothèses sur le dit facteur de séparation dans les bilans d'actinides que tu mets aux déchets? Alors, on a fait des hypothèses, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, j'ai bien dit que dans le détail, tout était encore à faire. Ceci dit, quand on discute avec les chimistes spécialistes de pyrochimie, ils disent tout le contraire de toi. Ils disent, s'il faut faire 10-8, on fera 10-8. Alors moi, je ne les crois pas. Mais ils ont plutôt tendance à dire ça. Tu sais, on est toujours pris entre ceux qui disent ça ne marchera pas et ceux qui disent que ça marchera. Après, au milieu, tu te dis, moi, je prends quoi, hein. Alors, en fait, on prend un certain nombre de précautions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Alors, je ne vais peut-être pas montrer le schéma, c'est pas la peine. Il y a une première étape de fluoration dans laquelle on enlève déjà 90-99%, et ça a été démontré dans la fluoration, de l'uranium, du plutonium et du neptunium. Le plutonium, c'est plutôt 90%, les autres, c'est 99%. Donc déjà là, on a fait un bon ménage. Après, on a une deuxième étape où on récupère les actinides, mais on prend aussi des lanthanides avec. Donc et cette étape-là, on l'a fait 2 fois, 3 fois si nécessaire, de manière à avoir vraiment enlevé les actinides. Tant pis si on n'a plus que 50% des lanthanides qui suivent. Après, on peut les enlever, les lanthanides. Il n'y a plus d'actinides avec. Alors le seul qui semble poser problème, on a des données qui viennent d'Oak Ridge, je pense qu'elles sont relativement fiables, mais bon, elles sont ce qu'elles sont. Elles nous disent que le protactinium, lui, il a un peu de mal à sortir côté actinide, mais il ne sort pas non plus, parce que de l'autre côté, on met des chlorures qui font que le protactinium ne veut pas aller dedans. Et donc, on a une très bonne séparation. Alors, l'unité de retraitement a été étudiée en elle-même. Elle a été couplée au code, c'est-à-dire qu'on a mis toutes les séparations, tous les... Parce qu'il y a des décroissances pendant la séparation. Donc, tout ça a été couplé fortement avec la neutronique, de manière à suivre où passent tous les isotopes, et on obtient effectivement une séparation qui est bien meilleure que 0,1%. Donc bien meilleure que 0,1%, ça veut dire qu'on a des chances de l'atteindre de 0,1%. Je vois un peu comme ça. Oui, Jean-Baptiste Thomas. D'abord, merci pour l'exposé, effectivement. Premièrement, je voudrais revenir sur le point de la sûreté de la non-évacuation. D'abord, je rappelle effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, que déjà, la génération 3 a comme objectif d'éviter des impacts significatifs à l'extérieur du site, amenant à des évacuations. C'est dans ses objectifs, et donc là, la génération 4 n'apporte rien de spécifique. Alors, le démontrer d'une autre manière et simplifier la démonstration, effectivement, ça peut apporter quelque chose. Le problème des évacuations, je ne suis pas un expert de la sûreté, mais je doute quand on voit que même des centres de recherche sont amenés à être accompagnés par des plans, etc., etc. Je doute qu'une centrale de production d'énergie avec dedans des termes sources potentiels, même si on ne sait pas comment ils pourraient être libérés, significatifs, puisse se passer de tels plans. Ça, c'est une remarque plutôt subjective. La deuxième, j'adhère complètement à ce que tu as dit. Le joker, en gros, c'est l'U3 quand même, avec la courbe non pas de multiplicité de neutrons, mais de sigma sur sigma, quoi, qui fait qu'on peut être régénérateur pratiquement dans tout le spectre, et donc ça c'est un atout considérable qui avait été vu depuis les années 40.
Bon, les sels fondus sont une façon de harnacher cet avantage comme une autre qui apporte des avantages complémentaires, tu l'as dit. On les a mis dans notre roadmap en 2000 au niveau de l'ADEME, déjà comme la 4e branche, mais avec une grosse partie de R&D amont, très amont, en particulier sur la chimie. C'est-à-dire que c'est le point, moi, qui me fait un peu peur. Je ne suis pas chimiste, ça c'est pas de chance, donc c'est peut-être pour ça que je suis naturellement perplexe, mais il me semble que les diagrammes de phase, tout ce que tu as dit tout à l'heure, la précaution que tu as prise en disant qu'il ne fallait pas laisser des choses s'accumuler ou se concentrer ou précipiter, etc. Il faudra beaucoup de R&D là-dessus pour en être sûr, avec les concentrations réelles. Hein. Donc ça, je crois que c'est un travail à faire et c'est très bien de s'obliger à faire ce travail parce que ça éclairera l'avenir. Et puis le troisième point est beaucoup plus anecdotique, c'est pour avoir travaillé sur les hybrides fusion-fission à la fin des années 70, pour Jules Rovitz en particulier, c'est qu'en fait, et tu l'as dit, la fission est généreuse en énergie, donc il faut en profiter à ce niveau-là, mais elle peut être un peu indigente en neutrons, et ça c'est l'objet de toute une réflexion qui a été condensée dans un bouquin de 1982, Nuclear Energy Synergetics de Hans et Hengler, où on voit qu'effectivement, on peut, avec l'énergie dont la fission est féconde, bon, on peut acheter des neutrons. Et alors, effectivement, les sources de fusion sont très intéressantes parce qu'un neutron de 14 MeV, eh bien, le thorium-232, il a un nu, il a un état de 5, pardon, de 4, 5 ou 5, donc ça ne s'exploite pas à ce niveau d'efficacité, mais enfin, par rapport à transformer ça simplement en chaleur, en thermique, c'est vraiment beaucoup mieux, donc ça nous avait intéressé. À l'époque, la source de fusion était totalement irréaliste. C'est vrai qu'avec quelque chose de type ITER, on aurait une bonne source de neutrons, dont je ne détaille pas le coût, qui pourra en faire une usine de production. Alors après, on va retomber sur tous les problèmes qui étaient évoqués, en particulier de prolifération, etc., et qui pourrait faire une usine de production de noyaux fissiles, qui est à mettre en balance, par exemple, avec l'uranium de l'eau de mer. C'est très prospectif. Là, je suis en pleine prospective, mais du point de vue vision, c'est quelque chose qui a mûri et qui pourrait peut-être un jour rentrer dans... Voilà, je crois que c'est cette complémentarité, richesse en énergie de la fission, complément qu'on peut se payer, qu'on peut s'offrir, complément abordable de neutrons pour une autre ligne de défense vis-à-vis d'une difficulté à résoudre le problème des neutrons avec soit les rapides en UPU, soit n'importe quelle partie du spectre, je suis un peu optimiste, avec l'U3. Il y a encore d'autres lignes de défense qui font partie de la puissance des énergies nucléaires, fission et fusion profonde.